Si j'avais dû avoir une image derrière moi, on aurait eu un chronomètre qui aurait mesuré le temps que Usain Bolt met à courir le 100 mètres. 9 secondes et 8 centièmes ou 8 centièmes et demi, quelque chose comme ça. Et puis il y aurait eu à côté une sorte de vieille pendule comtoise qui aurait par exemple compté le temps que met un vétéran à courir un marathon avec quelques haies en supplément. Le premier chronomètre aurait montré le temps de la presse ou des médias, et le second aurait montré le temps de la justice. Alors, bon, le temps médiatique et le temps judiciaire, en effet, c'est d'abord des temps qui sont différents. L'un est immédiat, et sans mauvais jeu de mots, je pourrais dire le temps des médias est immédiat. L'autre est long. Et il y avait un très joli mot de Jacques Lacan qui disait « il faut bien que les procédures ». Il faut bien que les procédures. Donc on a deux temps qui sont très différents, l'un très court, instantané, l'autre très long, et évidemment on s'en plaint. On s'en plaint pourquoi? On s'en plaint essentiellement parce qu'on dit, notamment lorsque quelqu'un a été désigné à la vindicte populaire comme une espèce de pilori moderne. Je parlerai essentiellement de justice pénale. Un tel, tiens, prenez par exemple un ancien directeur du FMI, pour lequel on va dire qu'il a commis des actes d'une gravité extrême, personne n'en sait rien, mais ça y est, c'est fait. Et supposons qu'en réalité, il ne se passe plus rien au plan judiciaire, ou plus rien de très significatif. On dira, ah, le mal est fait. Le mal est fait. Et en effet, le mal aura été fait. Et je voudrais d'ailleurs là-dessus insister immédiatement en quelques secondes sur le fait que les médias ne sont pas les mêmes pour faire du mal. Un grand quotidien national va dire du mal d'un homme extrêmement connu. Imaginez un tout petit quotidien régional qui laisse entendre que le pharmacien a été surpris tard le soir au volant de sa voiture avec le nez un peu rouge. Le mal aussi sera fait. Ce ne sera pas le même mal, ce ne sera pas sur la même zone de définition du mal, mais à tous les coups, les uns et les autres le reconnaîtront, ne le reconnaîtront pas. Et vous voyez bien qu'il faut soigneusement distinguer selon la nature du média et selon la nature de ce qu'on dit. Vous savez, ce qu'on dit sur Dominique Strauss-Kahn aujourd'hui en Corée du Nord n'intéresse véritablement personne. Alors, la première idée, c'est de dire, bon, ces deux temps ne sont pas les mêmes et c'est grave. Et en partie, c'est en effet grave. Alors, il faudra d'abord connaître les causes. Pourquoi est-ce que, dans le fond, ces deux temps ne sont pas les mêmes? Pourquoi est-ce que le temps médiatique est immédiat? D'abord parce que, pendant longtemps, on a dû lutter contre le secret de la justice. Et le secret de la justice a permis les pires ignominies. Je vais le dire un peu grossièrement, mais les saloperies se font dans le secret. On torturait au sous-sol. On condamnait dans l'obscurité absolue. On ne faisait guère qu'exécuter en place publique. Et par conséquent, les ignominies, les protections des puissants, tout ça se faisait dans un secret absolu. D'ailleurs, dans des procès qui étaient totalement inaccessibles aux non-initiés. Celui qui ne connaissait pas parfaitement bien le langage des clercs n'y entendait goutte. Et donc, ça ne pouvait pas l'intéresser. Ensuite, il a fallu que l'idée vienne de sortir des affaires. Il y a eu pendant quand même très longtemps une espèce de protection des puissants par la justice. Et pour lutter contre cela, à juste titre ou pas, ça n'a pas d'importance, je ne suis pas là pour juger. La presse a décidé de voler au secours des juges pour sortir de dossiers de telle manière que le secret ne puisse plus jamais recouvrir ses affaires d'une chape de plomb. C'est les fameuses affaires du triangle infernal du journaliste, du juge et de l'homme politique des années 80. Des affaires d'ailleurs qui avaient tout pour plaire. Ça arrangeait la presse parce que ça vendait. Si vous avez une star ou quelqu'un de connu, une affaire d'argent
quelque chose qui a été caché et qui d'un seul coup vient au grand jour, et si possible, quelque chose d'un peu croustillant, vous avez évidemment une formidable histoire qui peut vendre du papier. Et puis vous avez enfin la concurrence entre les médias qui n'est pas un vain sujet. Ça n'est pas l'idée de dire on vend du papier ou on va faire un prime time d'enfer. C'est pas ça l'idée. C'est que fait mon concurrent et si j'ai l'info le premier, évidemment je vais la sortir. Je vais la sortir pour deux raisons. La première, c'est que c'est économiquement rentable. Mais surtout, je vais gagner du crédit. Qui est-ce qui a le courage de sortir l'affaire Tartampion? Ah, c'est eux. Eux, il faut les écouter. Vous vous souvenez qu'un journaliste un peu malin de l'Est républicain, à un moment donné, avait tous les tuyaux. Tous les tuyaux, c'est lui qui les avait. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'Est républicain a considérablement augmenté son tirage et est allé se vendre en dehors de sa zone habituelle de lectorat. Le temps judiciaire, c'est tout l'inverse, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Le temps judiciaire est très long pour de mauvaises raisons, c'est d'abord le confort des magistrats. Dans le fond, l'urgence de l'un n'est pas l'urgence de l'autre. Je me souviens d'un magistrat qui disait une chose horrible. Un prévenu avait été interpellé et incarcéré par ses soins autour du 17 juillet. Très mauvaise période pour se faire incarcérer. Si vous avez des choses malhonnêtes à faire, ne les faites pas le 17 juillet. C'est une mauvaise idée. En tout cas, ne vous faites pas prendre le 17 juillet. Et le magistrat devait partir en vacances. Il est parti en vacances et il a eu cette abominable phrase « Lui, au moins, il sera à l'ombre ». Et donc, il y avait une espèce de confort chez lui, car dans le fond, il n'avait pas une émotion folle à l'idée de savoir que cette personne serait un peu à l'ombre pendant l'été. La deuxième cause, c'est probablement la rusticité des moyens, les faibles moyens de la justice, mais aussi le caractère historiquement lambin de la justice par rapport au progrès de la société. Enfin, vous mourriez de rire si je vous rappelais qu'il y a encore une vingtaine d'années, une nullité de procédure contre un braconneur, enfin quelqu'un qui braconnait, a été obtenue parce que la distance de procédure était mesurée en arpents et non pas en kilomètres. Et donc, on gardait des textes qui venaient vous dire entre quelqu'un qui est arrêté ici ou une infraction qui est commise là par rapport à un tribunal compétent qui est ici, on mesure en arpents et on mesure en jours arpents. À l'époque, on se déplaçait à pied ou à cheval. Et souvenez-vous, il a fallu l'appel de Genève pour qu'on vienne dire « Attendez, la criminalité, elle est transfrontalière, elle marche avec des virements Swift hyper rapides, avec des informatiques très compliquées. » Et la justice est là, les bras ballants, à écrire à la plume d'oie, chers confrères, est-ce que vous voudriez bien, s'il vous plaît, accepter l'idée de prendre une commission rogatoire internationale entre Paris et Genève? Il faut 6 mois. Donc il y avait cette espèce de brusque rupture incroyable entre la modernité de la délinquance et cette lenteur historique et calme de la justice. Et puis il y a, et je crois que c'est l'essentiel, entre la presse et la justice, deux temps qui sont, alors pour le coup, radicalement différents et totalement incompatibles, c'est l'émotion. La presse joue sur l'émotion. Lorsque on vient vous dire tel crime a été commis, l'émotion est immédiate. Et vous remarquerez d'ailleurs que nous devenons subitement des êtres un peu primaires, car nous interprétons les choses exclusivement en termes d'actes. Une petite fille de 5 ans a été violée. C'est un acte abominable. Mais toute l'histoire de cette petite fille, toute l'histoire de sa famille, toute l'histoire du présumé innocent, toute cette histoire-là se réduit à cet acte. Et nous sommes tous unis dans une émotion collective. La justice, c'est tout le contraire. Il ne faut pas être dans l'émotion. Il faut essayer de mettre l'opinion publique le plus loin possible des salles d'audience. Il faut fermer la porte à l'émotion si on le peut. D'où d'ailleurs cette
espèce d'étrange revendication des victimes qui disent « je viens devant la justice pour faire mon deuil ». Tu parles. On ne fait pas son deuil devant la justice. On essaie d'obtenir réparation d'un préjudice. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Mais vous voyez bien, les uns demandent une émotion immédiate et tout va se figer là-dessus. Et d'ailleurs, à partir de cela, on va inventer des lois qui ne sont que des lois de circonstance, de réponse à l'émotion, qui fondamentalement d'ailleurs n'ont aucun intérêt, qui ne fonctionneront jamais. C'est le seul avantage, c'est qu'elles sont simplement inutiles et elles ne sont donc plus nocives. Et de l'autre côté, il faut qu'on essaye de juger avec le plus de distance possible. Vous savez, cette merveilleuse image d'une justice aveugle avec dans une main une balance et dans l'autre un glaive. Dans le calme et la pondération, je vais peser les choses et ensuite je vais frapper s'il faut frapper. Et vous voyez bien que tout cela est totalement étranger à l'émotion. Vous verrez d'ailleurs souvent dans les salles d'audience une iconographie qui vient précisément dire cela. À la fin, tout finit bien, puisque les méchants, on les voit bien, c'est toujours des hommes. Et les méchants, les hommes, ils se précipitent vers l'enfer, poussés par une justice qui fait comme ça, et les gentils sont pris dans les bras de la justice, et c'est en général des femmes et des enfants. Et vous voyez bien que l'idée est bien de dire ici, loin du tumulte, loin du fracas, je dois calmement, dans l'espèce de pesanteur et de silence de la salle d'audience, avec ce code incroyablement compliqué, dire la justice le plus éloigné possible du tumulte de l'émotion, mais en même temps, sous l'œil vigilant de la presse, puisque la justice étant rendue au nom du peuple français, encore faut-il que le peuple soit informé de ce que l'on décide pour lui. Alors, est-ce qu'il faut concilier ces deux temps ? Et est-ce qu'il faut être sûr que, dans le fond, c'est pas bien du tout que le temps judiciaire et le temps médiatique soient pas les mêmes ? Alors moi, je dis des horreurs sur ce sujet. J'aime bien que le temps médiatique et le temps judiciaire soient pas les mêmes. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions, parce qu'ils ne servent pas aux mêmes choses. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait alors que le temps médiatique devienne extrêmement lent ? Ou que le temps judiciaire devienne extrêmement rapide, et à ce moment-là, on dirait « c'est horrible, cette justice est arbitraire, elle va trop vite ». Et on dirait « oh là là, vraiment, cette presse ne sert à rien, elle ne nous informe pas ». Non. Alors est-ce qu'on peut essayer au moins de les rapprocher ? Est-ce qu'on peut essayer de concilier ces deux temps ? Oui, on pourrait bricoler les trucs. Oui, moi, je ne suis pas enthousiasmé à l'idée de les concilier, mais tentons un instant, allez, juste un instant. Ben, d'abord, on pourrait essayer de limiter de manière plus ferme les risques d'une communication imprudente, ce qu'on fait aux États-Unis, par exemple. En France, si vous diffamez quelqu'un, si la victime, qui est très connue, gagne 20 000 €, c'est formidable, hein, c'est un très beau résultat. Aux États-Unis, si vous diffamez quelqu'un, votre journal, il meurt. Vous vous souvenez dans cette affaire du Watergate ? La question était simple, où les journalistes avaient raison ou ils avaient tort, et s'ils avaient tort, s'ils avaient menti, c'est le Washington Post qui s'effondrait. À l'époque, le journal le plus puissant du monde. On peut essayer d'imaginer en effet que le risque de la communication imprudente soit plus sévèrement puni. D'ailleurs, ça marcherait plutôt pas mal avec le principe de précaution. Et on pourrait imaginer, par exemple, une pénalité plus ferme sur la violation des droits personnels, l'atteinte à la présomption d'innocence, l'atteinte à l'intimité de la vie privée, la diffamation, l'injure, bref, tout ce que vous voulez. On pourrait l'imaginer. Deuxièmement, on pourrait accélérer un peu le temps judiciaire. Pourquoi est-ce qu'on perd beaucoup de temps dans la justice ? Bon, on perd beaucoup de temps à l'instruction, ça c'est vrai, mais c'est 0,5% des affaires, donc c'est pas ça l'enjeu. On perd beaucoup de temps dans la justice pénale parce que les audiences sont surchargées de dossiers totalement inutiles. Comparaître devant un juge pénal pour avoir, par exemple, de manière récidiviste, fraudé au droit de la SNCF, vous admettrez avec moi que c'est quand même pas l'affaire du siècle. On pourrait donc imaginer des médiations pénales, on pourrait peut-être imaginer des arrangements, on pourrait peut-être imaginer un truc peut-être un peu à l'américaine. Pourquoi pas une négociation sur une indemnisation ? Et pourquoi pas à partir de travaux d'intérêt général ? Et pourquoi pas ces travaux deviendraient-ils un peu pédagogiques pour les délinquants ou quasi-délinquants ? On a en France un système de comparution sur responsabilité pénale acceptée, une sorte de plea bargaining à la française, pourquoi pas, mais
il faut l'améliorer et il faut probablement changer un peu la culture des magistrats, notamment du parquet, sur ces sujets. Alors, est-ce qu'il faut réconcilier le temps judiciaire et le temps médiatique? Eh bien, moi, ma réponse, c'est non. C'est non parce que je sais le prix qu'on paierait cela. Si vous voulez réconcilier la justice, le temps judiciaire et le temps médiatique, ben, il y a une solution. Il y a une solution, c'est de restaurer le secret. Restaurons le secret. Vous ne savez rien sur Dominique Strauss-Kahn, il ne s'est rien passé. On connaît ça en Angleterre. On appelle ça le contempt of court. Il est absolument interdit aux journaux, à la télévision, à la radio, de parler des affaires en cours. Ça pose un tout petit problème, et j'en aurais terminé en vous racontant cette anecdote, qui est une anecdote simple. C'est la célèbre affaire du Sunday Times à la Cour européenne des droits de l'homme, affaire très ancienne. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait, vous savez, dans ces années 75, 70, 75, il y avait cet horrible médicament qui s'appelait la thalidomide, qui permettait aux femmes enceintes de supporter plus facilement leur grossesse. Résultat, des dizaines de milliers d'enfants gravement handicapés. Et quand je dis gravement handicapés, c'est gravement handicapés. Et un procès va s'organiser parce que le Sunday Times va consacrer, malgré l'interdiction absolue qui lui est faite par sa gracieuse majesté, par la règle du contempt of court, va consacrer 4 pages, des grandes pages, à cette affaire. Comment ça s'est présenté? Qu'est-ce que c'est que ce médicament? Qui l'a vendu? Quel laboratoire? Pourquoi on l'a vendu? Quels sont les médecins qui l'ont prescrit? Pourquoi est-ce qu'on l'a prescrit? Et quels sont les résultats? Et le Sunday Times va dire, il y a d'ailleurs 2 genres de victimes aujourd'hui, celles qui sont devant les juridictions et qui veulent à la fois une condamnation de principe et des indemnités, et celles qui ont négocié directement, soit avec les assurances, soit avec le laboratoire. Et la Cour de Londres est effarée. Comment ils ont fait ça? Mais quelle horreur! Ils ont osé faire ça. On ne parle pas de ces affaires-là. Le Sunday Times va être lourdement condamné et va finir par saisir la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Et qu'est-ce qu'elle va dire, la Cour? Elle va dire, mais enfin, il s'agit d'un débat démocratique. Il s'agit d'une affaire qui concerne des milliers de vrais gens, des vraies personnes humaines, avec des vrais bébés, qui sont des vrais handicapés, avec un vrai drame. Et alors, on n'en discuterait pas, on n'en parlerait pas. La société anglaise ne pourrait pas être informée de cela. On ne pourra en discuter qu'entre juges, assureurs et victimes dans le secret le plus absolu. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. C'est une atteinte à la liberté d'expression qui est intolérable. La protection de la sérénité de la justice ne se fait pas au prix du silence absolu de la presse sur un débat réellement démocratique. Et moi, je pense que la Cour a raison. Je pense que la Cour a raison. Alors, ce sera ma conclusion. Comment est-ce qu'on peut faire pour réconcilier tout ça? Vous savez, il faut faire une chose simple, difficile aujourd'hui, très difficile, mais simple. Et si on était dans autre chose que l'émotion? Et si on essayait d'être, pas simplement, ou pas de manière prioritaire, dans l'empathie, si on était simplement dans l'explication, si on essayait de comprendre ce qui se passe, si on essayait de demander aux médias d'être plus pédagogiques que démagogiques, et si on demandait à la justice d'être plus claire et plus réconciliatrice, eh bien, je vais vous dire, mes amis, si on demandait ça et si on l'obtenait, on aurait fait un formidable progrès.